Hi, and welcome to this new episode of our podcast series, Conversations with CEOs. My name is Fazil Soifu. I'm a partner at Anderson in Mauritius and host for this series. Today, I have the pleasure of welcoming a special guest, none other than Arnaud Lagesse, Group CEO of IBL, the largest conglomerate in Mauritius, employer of more than 25,000 people, and present in various sectors. Arnaud, thank you very much for having accepted our invite. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Commençons d'abord par la situation chez IBL. Quels ont été les impacts de la pandémie sur le groupe et pour vous, quelles sont les leçons à tirer de cette crise sans précédent? Alors, vous savez, IBL est un groupe qui est assez large, avec un certain nombre d'activités extrêmement diversifiées au sein du secteur économique mauricien et à l'international. Et donc, nous avons vécu cette crise du Covid avec, je dirais, des ups and downs. On va commencer donc par les downs, avec un certain nombre de nos activités, notamment liées à l'hôtellerie, l'aviation, la logistique, qui ont été particulièrement affectées pendant cette période du Covid. On a vu avec les frontières qui étaient fermées à l'île Maurice pendant plus de 18 mois, une baisse quasi totale de nos revenus hôteliers, avec des pertes très importantes sur ce secteur, et forcément avec le corollaire qui est l'aviation et la logistique. Et quelque part, un peu en extension, nous avons aussi vu la partie property également être affectée, parce qu'il y a un certain nombre de programmes immobiliers que nous faisons, notamment à Azzurri et à Naïta, qui ont été eux-mêmes affectés par le fait que les étrangers, les acheteurs, ne pouvaient pas se déplacer et venir à Maurice. Ceci étant dit, ce secteur de l'hôtellerie a été particulièrement soutenu par le gouvernement, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier encore les autorités pour ce faire, avec donc la mise en place du MIC d'une part, et le Wage Assistance Support d'autre part, qui a permis donc de soutenir l'emploi et de garder une activité sans revenu quelque part existante. J'ai été parmi ceux qui ont prêché très tôt au ministre des Finances la nécessité de mettre en place ce genre d'aide, puisque l'économie étant extrêmement petite, il était hors de question de laisser des emplois se perdre et donc créer une spirale de chômage et de perte d'emploi qui allait avoir un effet boule de neige sur tout le reste de la consommation et de l'économie. Donc ça, c'était pour la partie, je dirais, affectée du business. Par contre, nous avons vu au niveau de nos activités de retail, de médical, de construction, une très bonne tenue du volume d'activité. Et nous avons malgré tout pu, comme on dit en anglais, weather the storm pendant cette période, et donc limiter la casse au niveau du groupe. Il faut savoir aussi que nos activités plus anciennes, comme le sucre, l'énergie, à Maurice, mais surtout à l'étranger, en Tanzanie et au Kenya, ont très bien fait pendant cette période, qui a permis également donc, de soutenir l'activité globale du groupe. Enfin, sur la partie services financiers, on a effectivement eu à passer certaines provisions, notamment au niveau d'Afrasia, mais globalement, je pense qu'on a eu une performance honorable, vu le contexte international, vu la Grey List FATF, vu la Blacklist EU, et tout ça donc aurait été un moment extrêmement pénible pour l'île Maurice at large et également pour le groupe. Mais comme je vous le disais avant, on a vraiment pu, avec la résilience et la solidité du groupe, un travail juste fantastique de nos équipes. Vous parliez des 25 000 collaborateurs, ils ne sont pas tous à l'île Maurice, mais on a vraiment eu ce sentiment, et comme on dit en créole, de marié piqué, où on a vu donc nos équipes donner le extra mile pour pouvoir faire que les activités continuent à tourner et que nous soyons encore une fois au service de notre clientèle mauricienne, qu'elle soit dans le retail, dans le pharma ou ailleurs, on a toujours été présent.
On a aussi profité pendant cette période pour se remettre un peu en question sur le mode de fonctionnement, sur notre capacité à travailler from home et qu'on continue à faire aujourd'hui, qui donne beaucoup plus de flexibilité aux gens et notamment aux parents qui ont les jeunes enfants pour pouvoir les accompagner également dans leur scolarité. Nous avons profité également pour consolider le bilan d'un certain nombre de nos compagnies en faisant deux choses, ou en capitalisant à travers du fresh cash, comme ça a été le cas pour le groupe hôtelier Lux ou pour le groupe de développement immobilier Blue Life. Mais nous avons également capitalisé un certain nombre de shareholders loans qui font partie donc du paysage global d'IBL et qui ont permis donc de renforcer le bilan du groupe. Et je dirais maintenant, presque 2 ans après cette pandémie, on voit vraiment un groupe qui a renforcé ses compétences, diversifié ses métiers, optimisé ses opérations. Et d'ailleurs, les résultats du groupe sur 6 mois au 31 décembre montrent quand même des chiffres relativement intéressants, comparativement, forcément à la période du Covid, mais également pre-Covid, donc le comparatif pour moi est en 2019. Restons avec la situation locale et les effets de la pandémie. Bon, c'est clair que le Covid a eu un impact social conséquent. On voit l'écart se creuser davantage entre les riches et les pauvres. Récemment, dans un entretien, vous avez soulevé ce point qu'on est assis sur une bombe à retardement. Vous parliez à propos de la gestion des fonds collectés grâce au CSR, le Corporate Social Responsibility, et vous évoquiez, si je me souviens bien, d'un meilleur dialogue entre le privé et les autorités. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier en tête? Alors, premièrement, je pense qu'effectivement, cette crise du Covid aura fragilisé beaucoup d'économies et de sociétés surtout. Quand le mot société, c'est société at large. Hein. On a aujourd'hui, à mon avis, une fracture, vous le disiez, qui s'est créée. Et je crois que c'est extrêmement important pour que tous les stakeholders, que ce soit le gouvernement, les employeurs, mais également les ONG et autres parties prenantes, puissent vraiment réfléchir à ce modèle sociétal, économique, politique mauricien post-Covid. La création du National Solidarity Fund par le gouvernement ne date pas donc du Covid, mais date de pré-Covid, où on a vu donc 75% des fonds CSR prélevés par les compagnies être transférés vers ce fonds pour être ensuite redirigés vers les ONG et les fondations sur le terrain. Je pense que même si aujourd'hui on voit que ça fonctionne quand même un peu mieux, je pense qu'on a une déperdition importante et que les ONG, les fondations ont vraiment une connaissance du terrain que le gouvernement ne peut pas avoir aujourd'hui. Et il faut à tout prix que ce fonctionnement, dans un objectif unique, c'est donc de remettre un ciment dans cette société, puisse être analysé conjointement entre le gouvernement et le secteur privé et les parties prenantes, afin que nous soyons plus proches de ce qui se passe sur le terrain et puissions répondre de façon rapide, claire, aux besoins des communautés et des Mauriciens qui sont en demande. La situation se complique aujourd'hui avec une inflation galopante, avec une pénurie sur certaines denrées. On a vu la crise de l'huile comestible il y a 15 jours de cela. Nous voyons la crise de l'essence au Kenya en ce moment. On voit les riots au Sri Lanka. Je pense qu'à l'île Maurice, nous avons une population qui est au courant de ces risques. Et si on se réfère à 1999 et aux problèmes sociaux suite au problème avec Kaya en 1999, on voit que tout ça est encore assez fragile. Et il est extrêmement important que tout le monde soit vigilant
et qu'on puisse surtout avoir ce dialogue qui permet, à mon avis, de ne pas rentrer dans une crise qui pourrait avoir des effets extrêmement néfastes et bien plus néfastes que le Covid ou la crise ukrainienne en ce moment. Je veux parler un peu de la stratégie africaine. L'Afrique, pour nous, c'est un monde d'opportunités. Tout le monde parle de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique représente pour IBL? Et dans ce contexte, je veux mentionner quelque chose d'assez intéressant que j'ai lu récemment. Le chef de la Banque africaine de développement, en commentant sur la guerre en Ukraine, a dit que cette guerre peut ouvrir des opportunités pour le continent africain. Qu'en pensez-vous? Alors, la question est extrêmement intéressante puisque nous, au niveau d'IBL, je vais commencer d'abord par là et puis je vais vous donner un peu ma perspective plus globale sur les opportunités que représente l'Afrique pour la région et également quelles sont les opportunités qu'elle peut en retirer suite à cette crise aujourd'hui. Si vous voulez, chez nous, pour IBL, on est déjà en Afrique depuis un certain nombre d'années. Nous sommes en Tanzanie depuis 22 ans avec notre sucrerie à travers Alteo. Au Kenya également dans le sucre depuis 7 ans. En Côte d'Ivoire dans le process de poisson depuis maintenant 3 ans. Et nous avons vraiment mis en place au niveau d'IBL une stratégie qu'on appelle IBL Beyond Borders Strategy, qui permet donc de se tourner vers ce continent qui offre effectivement de belles opportunités à notre avis, et donc de pouvoir diversifier le risque IBL pour ses actionnaires, évidemment en dehors des frontières mauriciennes. Alors, l'île Maurice reste pour nous le terrain de jeu privilégié. Nous employons beaucoup de personnes, nous contribuons sans doute à 3 ou 4% du produit national brut à l'île Maurice, mais nous voyons également que le marché est petit, avec 1,3 million de consommateurs, plus, je l'espère, bientôt 1 million de touristes additionnels, et ça reste un petit terrain de jeu par rapport donc, aux opportunités africaines. Si vous prenez le Kenya, c'est 44 millions d'habitants, c'est un pouvoir d'achat en croissance, et c'est surtout des pays qui sont, je veux dire, extrêmement avides de croissance et de pouvoir passer à la next step. Et donc, pour nous, nous regardons ça avec beaucoup d'attention et déployons énormément de temps, d'énergie aujourd'hui à pouvoir saisir des opportunités dans cette sous-région. Pour revenir à la crise ukrainienne, à la montée du prix du pétrole et tous les problèmes qui s'en suivent, je ne connais pas suffisamment les capacités en ressources minières, gazières de l'Afrique pour savoir si c'est une opportunité de substitution par rapport à la Russie ou à l'Ukraine aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas c'est ma conviction, c'est que le prix du pétrole aujourd'hui, le prix du charbon aujourd'hui, offre une opportunité aux énergies renouvelables. Énorme. Et donc, il y a là matière vraiment à accélérer le processus de transformation énergétique pour sortir donc de ces énergies fossiles et passer donc aux énergies renouvelables, qu'elles soient éoliennes, solaires, hydro ou autres, biomasse, bagasse, biomasse. Et donc, je pense que l'Afrique a vraiment cette opportunité et est en train de la saisir. Et je fais un appel vraiment pour qu'à l'île Maurice, on puisse accélérer le processus de transformation énergétique, profiter d'un prix de pétrole qui est à 110, 120, 130 dollars, un prix de charbon qui est à plus de 200 dollars la tonne, et donc enclencher cette transformation et étendre notre capacité de développement du photovoltaïque, de l'éolien, mais également de toute l'énergie biomasse, bagasse, biomasse, puisqu'il y a vraiment aujourd'hui un engagement de l'État mauricien de passer donc à plus de 30%, je crois que c'est 30% ou 50% en 2030, peu importe, donc, mais de passer à ces énergies renouvelables, je pense qu'on peut le faire maintenant très très rapidement. Et donc, sur les opportunités qu'offre aujourd'hui cette crise ukrainienne, russe et ukrainienne, il faut la prendre peut-être au niveau des ressources gazières et fossiles de l'Afrique, mais il faut surtout les prendre au niveau donc, des énergies renouvelables,
puisque nous avons également vu que le clock is ticking et que aujourd'hui, si nous ne prenons pas les bonnes décisions rapidement, on risque de le payer très cher pour les générations à venir en termes de réchauffement climatique, etc. Vous qui êtes dans les affaires ici à Maurice pendant plus de 25 ans, j'ai une question que je voulais vous poser. Vous savez, pendant beaucoup d'années, on a essayé de comparer Maurice au Singapour. Le Singapour de l'océan Indien, c'est une expression utilisée à plusieurs reprises. Or, l'île Maurice actuelle, au-delà des défis macroéconomiques qu'on vient d'évoquer, fait face à des problèmes de société assez aigus. Les problèmes comme les pénuries d'eau, les problèmes d'infrastructure, un exode de talents, le brain drain comme on dit, une difficulté grandissante d'attirer les talents étrangers à Maurice, et là exacerbée par l'introduction de la solidarité levy qui n'a pas aidé. Comment réconcilier selon vous cette île Maurice à celle qu'on évoque quand on parle du Singapour de l'océan Indien? Alors, plusieurs similitudes, mais beaucoup de différences. Je crois que Singapour a eu son indépendance dans les années 65. Pour nous, on a dû être, nous c'est 68. Singapour était une petite économie plutôt autour de la pêche. Nous, on était une économie un peu plus grande que Singapour à l'époque, basée principalement autour du sucre et de la culture. 50 ans après, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que le GDP de Singapour par habitant est sans doute au-dessus des 60 000 $ par habitant. Nous avions à l'île Maurice touché les 12 500 $ juste avant le Covid. On a dû peut-être régresser un petit peu, mais enfin allons dire qu'on est aux alentours de ce niveau. Et donc on voit une différence de croissance d'à peu près 4 à 5 fois supérieure à Singapour dans le même nombre d'années. Ça, c'est un fait. Donc, on veut bien se comparer à Singapour, mais je crois qu'on ne compare pas les mêmes choses. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi, à mon avis, on a un peu de retard sur ce développement? Vous parliez donc de la qualité des infrastructures qui est assez pauvre à l'île Maurice. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense qu'on fait partie des pays qui avons l'électricité 24/7. Je pense qu'on fait partie des pays où il y a quand même une distribution d'eau plutôt régulière pour une grande majorité de personnes. Alors, ce n'est pas toute la population, mais je pense qu'on a quand même accès à de l'eau courante de façon régulière et de qualité. On a un accès Internet et de téléphonie relativement performant également, avec les câbles, notamment sous-marins. Nous avons des infrastructures routières qui sont quand même en grande amélioration, même si j'ai l'impression qu'on court derrière cette infrastructure, puisque au fur et à mesure qu'on met des kilomètres de ponts, d'autoroutes, on ajoute des milliers de voitures sur le chemin. Mais enfin, je pense que c'est un peu le lot de tous ces pays développés aujourd'hui. Par contre, on a une infrastructure, à mon avis, portuaire extrêmement pauvre et une infrastructure aéroportuaire qui s'est améliorée et qui, on réalise, reste le poumon un peu de l'île Maurice, et on a notamment noté pendant la période du Covid. Donc quelque part au niveau infrastructure, je pense qu'on a quelque chose de pas mal à l'île Maurice. Où on pêche, à mon sens, c'est au niveau de l'éducation, de la santé encore, ou même je pense qu'il y a des améliorations, et encore une fois, je crois que le Covid a poussé beaucoup de groupes de personnes à s'intéresser à la santé et à améliorer les soins ici. Mais en termes d'éducation, je pense qu'on est extrêmement en retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Et on voit effectivement une exode de talents. Les jeunes qui finissent l'école ici partent souvent à l'étranger pour les études supérieures et ne retournent pas. Ou s'ils retournent ici travailler, ils sont très vite appelés à repartir, puisque les conditions de travail, les salaires, l'environnement global
est sans doute beaucoup plus attractif. J'ai compris là dernièrement, avec la réouverture, un nombre très important donc, de compétences dans les Global Management Companies, dans les cabinets de comptables, cabinets d'avocats, sont partis vers d'autres juridictions. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question du pourquoi. On est rentré aussi dans un environnement à Maurice fiscal qui, à mon avis, est à la limite de l'acceptable. Nous avions une fiscalité extrêmement avantageuse, à 15% à Maurice, avec aujourd'hui les solidarités Lévy, la CSG et les besoins donc, du gouvernement. Cette fiscalité aujourd'hui n'est plus vraiment attrayante et ne nous permet plus en tout cas de vendre l'île Maurice aux étrangers comme une plateforme allons dire fiscale optimum pour eux. Et donc ça freine la venue donc, de talents à Maurice, ça freine la venue d'investisseurs, ça freine la venue de personnes qui souhaiteraient aujourd'hui prendre leur retraite et jouir donc, du fruit de leur travail sur du long terme. Pour moi, l'île Maurice, on a vraiment aujourd'hui des questions fondamentales à poser et surtout porter des réponses à cela, parce que se poser des questions, c'est bien facile, avoir les bonnes réponses, c'est autre chose. Et le gouvernement, donc, il va produire son 3e budget, allons dire, en tout cas le 2e budget post-Covid, aura un challenge important à relever, puisqu'il a aujourd'hui un besoin important de financer les déficits, de soutenir la population qui souffre de l'inflation, qui souffre de l'augmentation des coûts de la vie. Mais de l'autre côté, il ne faut pas donc pénaliser donc, l'investisseur et celui qui est en mesure de créer de l'emploi et de créer de la richesse par ailleurs. Et donc, il faut à tout prix, pour revenir sur l'exemple de Singapour, avoir une capacité de s'ouvrir beaucoup plus vers l'étranger. Je n'ai plus encore les chiffres en tête, mais si vous avez aujourd'hui 2 millions de Singapouriens d'origine, vous avez sans doute 4 à 5 millions d'expatriés qui vivent à Singapour, ou peut-être plus, quotidiennement. Idem à Dubaï. Vous avez un nombre de Dubaïotes d'origine assez peu nombreux, mais un nombre juste impressionnant d'expatriés dans tous les métiers qui habitent là, qui font tourner l'économie. Et donc, moi, vraiment, mon appel, si on veut voir de la croissance à l'île Maurice, c'est d'ouvrir l'île Maurice, c'est d'accueillir les étrangers, c'est de leur permettre d'être propriétaires fonciers à Maurice, c'est de leur permettre d'avoir accès à une éducation de qualité pour leurs enfants, c'est de leur permettre d'avoir accès à des soins de qualité, et c'est surtout de leur donner la possibilité donc, de bouger et d'avoir donc un aéroport et un port aussi qui soit performant ici. Donc, many challenges, et je crois que c'est bien de se comparer à Singapour, de vouloir se comparer à Singapour, mais je pense qu'il vaut mieux essayer de se comparer à des choses plus comparables, et notamment de voir un petit peu ce qui se fait dans la région plus proche, notamment en Afrique de l'Est, et de voir la capacité de ces pays aujourd'hui à sortir des carcans un peu historiques et vraiment se développer sur les nouvelles technologies. Welcome aujourd'hui tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, les modes de paiement qui sont aujourd'hui hors allons dire, des systèmes, je ne dirais pas d'essuyer, mais on voit en Kenya encore une fois, avec le système de paiement par téléphone qui représente, je sais pas, 70-80% aujourd'hui. À Maurice, on est encore très loin de cela. Donc, il y a vraiment un certain nombre allons dire, de breakthroughs à faire pour pouvoir redonner une croissance à Maurice, changer de modèle qui a très bien évolué sur les dernières 50 ans, hein, puisqu'on a vu cette évolution de l'agriculture en passant par l'industrie,
par les services, par l'hôtellerie. Et what next demain? What next? Et comment ce what next, avec quel talent, quelles compétences, quels moyens? Et je pense que l'île Maurice doit vraiment repenser globalement sa stratégie d'attirer les étrangers, d'attirer les investisseurs, puisque le schéma vendu par tout le monde, par les Global Management Companies, avec une taxation basse, un cadre de vie agréable, le soleil et les cocotiers, tout ça fait un petit peu moins écho aujourd'hui dans la tête des investisseurs, dans la tête des gens qui ont besoin de construire une vie going forward. Et donc, l'île Maurice doit se repositionner, doit se repenser et doit essayer de voir what's in for us pour l'avenir. Et cet avenir, pour moi, se construit dans une globalisation. Et la crise, pour refaire le lien avec un des sujets, donc la crise ukrainienne, à mon avis, offre des opportunités importantes, notamment peut-être de relocalisation d'un certain nombre de personnes qui se sentiraient moins à l'aise ou plus mal à l'aise dans cette sous-région. Il y a des flux financiers importants qui aujourd'hui vont plutôt vers Dubaï, vers le Middle East. Ils auraient pu venir à Maurice, ce n'est pas le cas. Et donc tout ça fait que on a un sujet sur la table et j'espère vraiment que ce troisième budget du ministre des Finances prendra en considération cette île Maurice de demain et comment est-ce qu'on inscrit donc les Mauriciens pour 2030, 2050, going forward. Alors, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous parler et merci encore d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Merci Fadil, et c'est un plaisir effectivement de pouvoir répondre à certaines interrogations. J'espère vraiment que les messages puissent passer et qu'on soit tous, regardant dans la même direction pour une île Maurice meilleure, pour tous les Mauriciens, mais aussi pour une île Maurice qui retrouve sa place dans cette région qui a quand même un gros potentiel avec des marchés émergents autour de nous et des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Merci quelque part aux crises. Il faut savoir en tirer les bénéfices pour pouvoir grandir. Merci. Join us next week for another episode of Conversations with CEOs. Thanks for watching.